Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Perspective. Je suis toujours avec Elliot. Comment ça va, Elliot? Ça va très bien. Bonjour tout le monde, salut JC. Écoute, on va faire cet épisode. Je t'ai proposé un épisode spécial. C'est bizarre dit comme ça pour un deuxième épisode, mais en tout cas, j'avais envie qu'on creuse avec toi ton année à Londres et le développement de ta perspective. Comme là, tu es, au moment où on enregistre, en tout cas, c'est ta dernière semaine à Londres, si je ne me trompe pas. Absolument. Et donc, je me suis dit que c'était un bon épisode pour faire prendre conscience aux gens, d'une certaine manière, comment on développe une perspective, comment on creuse sur un sujet qui nous tient à cœur, aussi bien dans la chair que dans l'esprit, là, dans ton cas, parce que du coup, là-dedans, c'est pas que intellectuel. Et du coup, peut-être, on va rentrer dans le vif du sujet, peut-être redonner un petit peu du contexte sur ce qu'est une perspective, comment on peut faire comprendre aux gens ce qu'est une perspective en quelques mots, selon toi. Ouais, bien sûr. Une perspective, c'est votre regard unique sur votre thématique, qui est le fruit donc de toute votre expérience de vie, de vos valeurs, de votre sensibilité, de vos intuitions. Une fois que vous avez cristallisé tout ça, vous développez donc votre propre regard sur votre domaine, qui devient votre perspective unique, votre manière de voir les choses. Bien résumé. Très très bien. Et... J'ai essayé de le faire le plus neat possible, tu vois, sans bégaiement. Ouais, c'est parfait. On la gardera pour les publicités. Mais non, très très clair. Et du coup, là, comme je te disais, le but, c'est que je prenne un peu plus la posture de creuser, de poser des questions, d'interviewer. Pas vraiment interviewer, mais en tout cas de creuser ce sujet. Parce que du coup, toute ton année à Londres, je trouve, elle représente très bien ce qui est un peu une quête qu'on peut avoir par rapport à un domaine qui nous intéresse. Donc peut-être pour rentrer dans le sujet, recontextualiser, on donne rapidement du contexte aussi, mais ton rapport à la danse et qu'est-ce qui t'a amené à aller à Londres là cette année justement pour cette école de danse? Ouais, c'est clair. Donc moi, j'ai toujours eu un rapport avec la danse. J'ai commencé très petit par la danse classique. Puis j'étais à l'Opéra de Paris, donc j'ai fait de la danse à plus haut niveau dans de la forme, quoi, de la danse classique. Puis j'ai quitté la danse pour un peu faire l'entrepreneuriat, d'autres projets. Et après, 4 ans, je pense, d'entrepreneuriat. Et avoir fait un peu grossir une entreprise et tout ça. Et je me suis retrouvé un peu en crise existentielle l'année dernière à la même période, en mai 2024. Et je suis parti faire une randonnée. Et pendant cette randonnée, j'ai senti qu'il y avait un truc qu'il fallait que je débloque, que je stagnais, que j'avais plus d'expansion, quoi, plus de recherche, plus de choses qui m'animaient. Et pendant cette randonnée, j'ai revu énormément d'images de danse. Je me suis vu danser, créer des chorégraphies. Et en fait, sans trop réfléchir, j'étais dans une période un peu de dépression, quoi. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Faut que je suive cet instinct. Il faut que, sans trop réfléchir, je m'engage à faire de la danse l'année prochaine. Et puis de fil en aiguille, du coup, je me suis dit, mais où est-ce que je vais faire de la danse? Comment? Quelle forme? Et puis j'ai eu la réflexion de me dire, toute ma vie, j'ai eu un peu la question en toile de fond, est-ce que je veux devenir professionnel en danse? Est-ce que je veux devenir danseur? Est-ce que je veux devenir chorégraphe? Et il y a la phrase que m'avait dit Bruno Marion qui a résonné en moi, qui est, en fait, il y a des choses que tu peux faire à 20 ans que tu peux pas faire à 40 ans. Et donc je me suis dit, il faut que je commit et il faut que j'y aille à fond, selon ce modèle mental-là, de me dire, l'entrepreneuriat, je pourrais le faire plus tard, la lecture plus tard, tout ça plus tard, mais le moment où j'ai un corps et où je peux encore apply dans des masters de danse ou dans des compagnies de danse, tu peux pas le faire après 35 ans, tu vois. Donc c'était maintenant ou jamais un peu dans ma tête. Et donc je me suis dit, vas-y, même si ça me plaît pas, je tente et je commit. Et donc j'ai trouvé un master en danse contemporaine à Londres, donc je pense la meilleure école de Londres, qui est la London Contemporary Dance School. Et c'est un master qui me plaisait particulièrement parce que c'est de la dance performance. Donc c'est pas simplement des cours de danse où tu fais de la technique et tout. C'est vraiment chaque 2 semaines ou chaque mois, tu changes de chorégraphe et tu bosses sur un nouveau projet créatif. Donc on a pu faire des performances de 4 heures avec un grand public. On a pu faire des performances de répertoire, donc de 20 minutes, quoi, mais sur scène, classique, comme des clips de danse, là, comme on a fait samedi dernier. Donc c'était super riche, et ça m'a vraiment donné un aperçu, je pense 360, du milieu de la danse en tant que performeur, que danseur, quoi. Et donc là, je ressors de ça, et de septembre à juin, quoi, 2025, c'est ça qui s'est passé. Et voilà pour l'entièreté du contexte. Très clair. Et je sais aussi qu'on se connaît bien évidemment. Tu m'avais raconté aussi, je crois que c'était en 2023, quand c'était, si je dis pas de bêtises, c'était en Thaïlande, du moins en Asie, et tu avais ce projet, tu m'en avais parlé de dance.org aussi. Donc il y a aussi, tu vois, pour le rattacher, donc là c'est la dimension presque, et on va creuser après, mais
un appel presque vis-à-vis du corps aussi, de devoir explorer des choses au niveau de la danse, mais tu avais aussi une dimension plus entrepreneuriale, d'impact qui dépasse ta pratique individuelle de la danse, de ce que j'ai pu comprendre. Comment. Parce qu'il y a ça, parce qu'en fait, qu'on peut se dire des fois, bah, ça va nous permettre d'aller vers la perspective. Euh, ok, j'ai mes pratiques personnelles, j'ai mes passions, j'ai mes domaines où je veux performer, la danse, le sport, peu importe le sujet. Et en même temps, toi, comme tu as cette capacité entrepreneuriale, du coup, tu avais commencé aussi à réfléchir à créer, euh, à créer quelque chose. Est-ce que tu peux expliquer et voir justement, j'aimerais comprendre, quand tu arrives à Londres, est-ce que tu penses un petit peu à ça ou tu y vas vraiment juste dans ta pratique personnelle? Ou tout de suite, il y a quand même une recherche un petit peu de qu'est-ce qui va se passer au niveau, pas forcément business, mais au niveau projet, tu vois. C'est vrai que tu fais bien de me le rappeler. Et je tendance à sauter complètement ça. Alors, pour répondre dans l'ordre, euh, donc déjà pour mettre du contexte sur danse.org, euh, pendant donc ces années de pause de danse, je suis devenu prof de yoga et j'ai fait beaucoup de danse libre. Donc tu vas pendant 4 heures, il y a un DJ qui mixe et toi juste tu danses sans drogue, sans rien, sans alcool et t'explores ton corps en mouvement, tu rentres dans le flow et tu danses quoi. Ça fait un bien fou, je vous invite vraiment à essayer tous les gens qui écoutent le podcast. Mais donc en découvrant le monde du yoga, de la spiritualité et ça, en fait je me suis dit, j'ai vraiment envie de me mettre au service de ça et de partager ça en France où c'est moins répandu. Et, euh, et donc, j'ai commencé par, avant la première itération disons, d'une sorte de business ou de perspective là-dessus, ça s'appelait Atomic Flow. C'était le premier truc que j'ai voulu faire en public sur la danse. Et Atomic Flow, j'avais dit, c'est un nouveau style de mouvement. C'est un truc qui permet aux débutants qui ont jamais dansé, ou qui ont peu dansé, qui n'ont pas de technique en tout cas, de prendre un cours de 2 heures qui leur permet à la fois de progresser en technique, d'approfondir l'utilisation de leur chaîne musculaire, de leurs compétences tu vois, sur les mains, sur du floor work, enfin, progresser en technique pour se développer corporellement, mais également développer son flow artistique, son improvisation, libérer des choses par la danse, etc. Et donc je voulais combiner un peu en fait le yoga, ce que j'avais appris dans toute ma technique classique, la biomécanique, et puis la danse, le flow, la création. Et j'avais réuni ça là-dedans, et donc j'ai donné quelques stages de ça, et puis des cours de Atomic Flow, jusqu'à me rendre compte, et peut-être du coup c'est la première évolution en fait de la perspective, jusqu'à me rendre compte que en fait j'avais pas envie de créer un mouvement, enfin un style en plus. Parce que je me disais, en fait la danse ça devrait pas être un truc sur lequel on fait de l'argent, qu'on braine soi-même. Parce que j'avais l'impression que partout sur le marché, il y avait des versions, tu vois. Il y avait la danse de l'être, la danse des 5 rythmes, la danse des 12 syllabes. Enfin, tu sais, c'était que des... Chacun avait son propre style et Ouais. avait sa propre proposition qu'il essayait de marketer en disant, mais c'est radicalement différent, moi je mêle le théâtre, le chant, etc. Et je me disais, en fait, ça dessert au domaine, quoi. Parce que, en fait, la danse, pour moi, à l'époque, je trouvais que c'était l'outil de libération personnelle le plus puissant, quoi. Enfin, t'as une émotion, tu viens, tu la danses, à la fin, tu te sens libéré, tu te sens puissant. T'as... Et c'est inaccessible, parce qu'il n'y a pas d'espace comme ça où t'as le droit de bouger en France, tu vois. Enfin, où c'est très rare, où faut déjà, tu vois, être pas mal perché au niveau spirituel pour aller dans des trucs comme ça, quoi. Et moi, je voulais juste démocratiser le truc. Et donc, je me suis dit, en fait, je vais créer danse.org, qui serait en fait, le hub de la danse consciente, qui permettrait à cette communauté émergente de se structurer autour d'une communauté, de hubs en présentiel dans chaque ville, d'une base de mix pour que tout le monde puisse chez soi, tu vas mettre son mix et le regarder, de formation pour commencer à comprendre les cartes pour naviguer ce paysage de la danse, et puis beaucoup d'interviews et un média. Et donc j'ai voulu faire ça et je suis allé assez loin là-dedans, puisque j'avais trouvé un investisseur qui avait commencé à investir, enfin qui avait comment dire, une proposition d'investissement d'1 million d'euros sur laquelle j'avais acté, j'avais commencé à recruter des gens, créer le site, etc. Et finalement, pour une raison X ou Y, l'investisseur s'est retiré et moi, du coup, j'avais d'autres priorités à ce moment-là, j'ai arrêté le projet. Mais donc, c'était ça dans ce point, voilà, pour mettre le contexte. Ok, très très clair. Et quand tu arrives à Londres, parce que quand même tu partais quand même de, j'ai l'impression, c'était quand même plus personnel. Est-ce que tu as en tête encore ça ou on va voir ce qui se passe quoi. Il y a pas trop Bah, de plan. justement, en fait, j'ai en tête le fait d'oublier tout output externe et juste de m'immerger dans le mouvement moi-même, quoi. J'avais genre besoin de ça, tu vois,
pour me recentrer et comprendre pourquoi je bougeais, quoi. Enfin, c'était vraiment ça, en fait, ma quête de l'année, c'était mais pourquoi j'aime la danse, pourquoi je bouge, pourquoi on bouge, c'est quoi l'art, comment est-ce qu'on crée. Toutes ces questions-là, c'était un peu Hmm. des trucs que j'avais. Ouais, c'est Donc, intéressant, t'avais des hypothèses, des questions de départ, tu voulais creuser pour toi. exactement. Donc t'es déjà en train de travailler sur ta perspective, là, au final, quand tu dis ça. Tu te Ah poses ouais, des absolument. questions, tu commences à Puis même creuser. comment progresser. J'avais aussi ces questions-là, comment en un an, un mec qui a pas fait de danse va dans un master, peut-être le master le plus compliqué, tu vois, en danse contemporaine peut-être du monde ou du Royaume-Uni, tu vois. Comment un mec qui a pas dansé depuis 5 ans, qui avait des grosses lacunes techniques en contemporain, tu vois, vient et peut progresser rapidement. Il y avait cet aspect pratique délibéré, et l'aspect ouais, art, et l'aspect philosophie de la danse, quoi, et Questionnement, du ouais. mouvement. Ouais, ouais, ouais. Il y avait tout ça, mais je venais dans un rejet, et je l'ai encore, je pense, ce rejet, de vouloir me placer Monétiser. en posture du savant, du sachant qui transmet à d'autres gens, quoi. Hmm. Ouais, Ok. Ok, à deux niveaux. Du coup, j'entends effectivement, donc je veux pas tout de suite imposer une méthode, en tout cas, voire ne jamais imposer une méthode. Et il y a un peu la dimension monétaire aussi, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Parce que dance.org, du coup, c'est sous-entendu plus associatif. Enfin, en tout cas, c'est asso, ouais. Et c'est quoi, est-ce que tu t'es dit, genre, je ne veux pas monétiser la danse? Et si oui, pourquoi? Tu vois, alors que bah, toi, les autres, ils le font peut-être parce que c'est leur gagne-pain, en fait, tu vois, aussi, on peut se dire, quoi. ouais, complètement, complètement. Bah, en fait, j'aimais la posture de garder des questions ouvertes et d'être candide. Parce Hmm. que je sais pas, dans l'art et dans le mouvement, en fait, j'ai l'impression que tu vois, dans la prise de notes, je trouvais ça assez simple de dire, bah voilà, c'est la meilleure méthode de prise de notes qu'on connaît à l'heure actuelle, tu vois. Parce que X ou Y, raisonnement, conclusion, tu vois, enfin, ça pouvait être relativement set facilement. Le business, pareil, tu vois, je pouvais créer une méthode en disant, bah voilà, la roadmap que je vous propose parce que tu vois, tu cherches des résultats très clairs et donc tu as un système très clair pour y parvenir. La danse, c'est le truc le plus chaotique qui existe. Tu vois, de jour en jour, tout change, tes impressions changent. Euh, c'est peut-être l'art, tu vois, qui est le plus fluide, futile, tu vois. Ton corps, un jour, t'arrives à faire des mouvements de ouf, le jour après, plus du tout. Peut-être contrairement à la peinture ou l'écriture, où bon, des fois, t'as du faux clairatif ou pas, mais ça reste le même protocole, tu vois. La danse, c'est le truc le plus flou qui existe pour moi, tu vois. Et donc, j'aimais bien cette posture de me dire, en fait, je garde des questions en tête, en proposant des pistes de réponse, en étant candide et en citant les autres, tu vois, qui ont eu des trouvailles, euh, plutôt que d'essayer de figer dans le marbre, voilà comment je vous accompagne, voilà ce qui se passe. Et je pense que ça a été une bonne posture parce que du coup, ça m'a permis tu vois, de pas m'attacher à voilà comment je danse, voilà c'est quoi ma vision de la danse, et Ouais, donc de ouais. changer de 360 pendant l'année, quoi. Je sais pas si ça Ok, fait sens ou pas, mais en tout cas, si, si, mais ça. Ok, j'entends bien. Moi, j'avais un peu la même chose en philosophie quand j'ai commencé à m'immerger dans la discipline plus sérieusement en 2021. C'était un petit peu genre. Comme si c'était quelque chose de sacré, puis comme il n'y a pas vraiment de consensus, j'ai pas une méthode ultime à proposer. Après, on pourrait très bien monétiser le questionnement aussi, c'est le ça. chemin avec les gens, tu vois, aider les gens à se poser les bonnes questions, à suivre ton processus de découverte de soi-même peut-être à travers la danse, ou dit différemment peut-être avec tes mots. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre aussi ce qu'on va pouvoir creuser là sur qu'une perspective, au final, c'est quelque chose qui... Il y a un petit peu une incompressibilité, je sais pas si ça se dit. Il y a un temps, en tout cas, il y a un temps de vécu, il y a un temps d'apprentissage, il y a un temps peut-être de lecture aussi que tu pourras explorer aussi, enfin nous partager, qui fait qu'on peut pas, c'est une vraie perspective. Du coup, tu peux pas arriver un matin et te dire, bon bah voilà en fait, et ça coûte 3000 pour pouvoir développer, avoir ce que ma perspective vous permet d'avoir. Donc c'est la grande différence entre offre et perspective là, ce qu'on est en train Exactement. de dénicher là. Parce que c'est intéressant parce que même pour nous, comme on a le programme, ça permet aussi de encore mieux comprendre ce qu'on fait. Mais c'est vraiment ça, Et c'est parce que le processus de création de l'offre, il est externe. Je pourrais, c'est aujourd'hui, très en rapide ayant de faire une offre. parlé, On peut c'est drafter ça, en une heure une offre là, si on veut sur n'importe quel c'est sujet ça. quasiment. T'as Enfin, une offre externe, effectivement fictive. fictif, ouais, c'est ça, tu fais des interviews clients, tu designs ton offre en prenant ce que la personne veut obtenir, et après, derrière, tu crées des petits workshops, des petits trucs. Mais, mais t'as pas la profondeur et la puissance de ce que t'apporte une perspective, quoi. Ouais. Et qui du coup te prend du temps, parce que là ça fait du coup 9-10 mois que tu es à Londres. C'est ça, et en réalité, c'est un processus que je fais depuis que j'ai 9 ans, et puis mon premier blog sur la danse, tu vois, c'était 13 ans.
Donc, j'ai ouais. commencé à écrire sur le sujet de la danse quand j'avais 13 ans. Donc, en fait, ça fait 7 ans que j'écris activement sur ces questionnements-là, quoi. J'ai des podcasts, tu vois, sur le rôle de la danse quand j'avais 14 ans, j'avais pas encore mué, où je parlais avec des gens, tu vois, mais c'est quoi en fait le rôle de l'art et comment est-ce qu'on transmet la sensibilité par la vidéo, tu vois, des choses comme ça. Ok, très intéressant. Comment ça s'est passé l'année à Londres? Parce que je te voyais, tu disais toujours c'est hyper intense, il y a beaucoup de cours. Comment, malgré tout ce mouvement, toute cette vitesse, tous ces engagements que tu avais avec les spectacles, avec les cours, avec les entraînements aussi, je sais pas si vous avez ça comme ça, mais en tout cas toutes les pratiques que vous aviez, pour quand même avoir du recul. Et en plus, la vie à Londres, j'imagine, tu as dû explorer des trucs aussi. Et en même temps, te dire comment tu t'es organisé un petit peu pour apprendre. Tu as parlé de pratique DBL, mais même sur la partie plus intellectuelle, comment tu as fait pour intégrer ce que tu vivais? Tu as écrit dans un journal, tu as fait quoi, globalement, quoi, pendant l'année là? Ah, c'est vrai que c'était hyper compliqué. C'était hyper compliqué parce que, enfin, la fin de chaque journée, quoi, moi je ressortais mais vidé, quoi, j'étais sur mon canapé, je mettais 2 heures, tu vois, de sas avant de pouvoir me relever du canapé et faire un truc, tu vois. Tellement Ok. c'était Ouais. épuisant, quoi, parce que c'est émotionnellement, enfin, à tout niveau. Donc ouais, du coup, c'était pas facile de journaler et d'avoir cette posture méta de mais pourquoi je suis là en fait? Parce que quand t'arrives dans la journée et que t'as une chorégraphe qui te dit bon bah voilà, en fait, tu vas faire une improvisation là maintenant, c'est comme si t'étais fou et tu voyais euh, une créature qui vient sur ton épaule et qui t'envahit de tristesse, et puis ensuite tu hallucines et t'es dans un jardin magique qui change en permanence et tu sais pas où t'es et t'es perdu et t'es seul. Et tu vois, et tu sais, elle te dit, et maintenant t'improvises, bam, devant tout le monde 15 minutes, et tu sais, elle coupe pas la musique pendant 15 minutes, t'es là. Tu rentres le soir, enfin, t'es exténué, et du coup c'est compliqué d'être en posture à la fois, en fait je suis complètement immergé dedans, et en même temps pourquoi je fais ça? Et pourquoi on fait ça? Donc c'est pour ça qu'en fait toute l'année j'ai pas beaucoup écrit sur la danse. J'ai fait une vidéo dessus où je parlais en fait plus de technique, tu vois, les trucs que j'ai découverts, l'ancrage, euh, Ouais. les chaînes musculaires, c'est plus ce genre de choses. Et l'interprétation, c'est quoi l'interprétation? Mais j'avais pas vraiment de capacité à trouver des grandes perspectives macro et tout. Et c'est que seulement à la fin de l'année, quand j'ai commencé donc à réécrire et à créer une retraite et à vouloir créer un livre, à créer des perspectives, des questions de recherche, que j'ai pu revenir sur tout mon journaling de l'année et revenir sur tous les projets que j'avais faits et me demander euh, pourquoi j'ai fait tout ça, qu'est-ce qui m'a intéressé dedans, euh, c'est quoi les différentes manières que les chorégraphes ont eu d'aborder leur version du mouvement et de la danse, et donc de trouver la mienne à la fin. Donc en fait, c'est par un processus, comment dire, externe d'analyse qui m'a permis de trouver un peu la perspective là que je pourrais présenter après. Pendant l'année, ce que j'ai fait, Et- c'est que j'ai écrit le plus j'ai- minutieusement possible. Donc à chaque fois que je rentrais le soir, je faisais un vocal et je disais bon bah voilà, on a fait un échauffement, il y avait tel exercice, je décrivais l'exercice en question. Donc c'est super puissant maintenant parce que je peux retourner dans plein de propositions d'échauffement, plein de propositions d'exercices. Tous les exercices qu'on a eu pendant l'année, quasiment je les ai documentés. Et Ok. donc je peux retourner dans ces consignes-là pour quasiment dupliquer les workshops à l'identique ou bien prendre des éléments inspirants. Mais, mais là, tu décris quelque chose qui est quand même assez technique et externe. C'est on a fait tes exercices, voilà. Oui, et, En non, quoi il et est je décrivais conseillé? aussi le ressenti, ouais. Ouais, Oui, ouais. voilà, j'allais te demander. Parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est encore. Voilà. Comprendre les méthodes, pouvoir s'en souvenir, pouvoir potentiellement les transmettre, c'est une chose, mais pour répondre aux questions des pourquoi, tu as besoin de rentrer en toi et te dire là, je me suis senti, je sais pas, en tension pour telle raison, et en fait, je viens de comprendre ça. Enfin, ce genre de choses, tu vois, où là, j'étais dans le flow total parce que Ouais, c'est clair. j'ai l'impression, on s'est déjà sûr, mais peut-être parce que c'est ça. Et je trouve que là, ça me fait penser à Sylvain Tesson, tu vois, l'écrivain voyageur, qui lui, tu vois, c'est ce qu'il fait. Il dit, mais c'est un peu les stoïciens faisaient ça aussi. Au final, c'est qu'une journée est terminée quand tu l'as consignée dans ton carnet. Tu vois, il y a un petit peu cette idée. Et vraiment capter les impressions, tu vois. Ça a énormément de valeur. Bah, c'est marrant parce que tout à l'heure, je préparais une vidéo, rien à voir, mais une vidéo sur Obsidian. Et je voulais montrer mes journaux, mais du coup, je faisais gaffe à pas montrer n'importe quoi non plus, tu vois. Et du coup, j'ai regardé un petit peu en avant, et après, dans ma tête après à relire ce qu'il y avait dans le journal. Et en fait, ça m'a rappelé la puissance du journal parce que je me suis dit, putain, mais j'ai pensé à ça il y a 6 mois et ça est très cohérent avec des choix que j'ai fait après. Enfin, tu vois, je voyais une espèce de connexion dans le journal. Et du coup, je me dis, mais c'est trop cool que j'ai cette pratique de journaling que pour moi parce elle apporte énormément. Et je pense que dans ce genre de processus de perspective, et ça me fait dire que même dans le programme, euh, on met pas trop en avant cette dimension journaling pour l'instant. C'est vrai. On a beaucoup d'exercices, un peu arrêtés, cartographiés, mais juste ayez une pratique de journaling quotidienne.
en donnant quelques guidelines. Et je pense que c'est très puissant. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai cru que tu l'avais pas fait, que tu avais tout fait à la fin, du coup, tu me rassures, ça me permet de comprendre, ok, t'as fait du journaling quand même pendant toute l'année, en réalité, quoi. Ouais, et en mettant mes impressions et tout, ouais. T'aurais pas fait ça, t'aurais perdu énormément de l'expérience, je pense. Ouais, complètement. Et, Enfin, à mon sens. ouais. Et je me suis rendu compte d'un truc, aussi, c'est c'est encore plus puissant. Parce que là, je viens dans l'année et je suis complètement vide. Donc, tu vois, je saisis tout ce que je peux, j'ai des impressions, j'ai du fun, je documente, je journal, ce que j'ai vécu la journée, machin. Et c'est bien, tu vois, c'est bien. Cependant, si tu fais juste ça, en soi, il y a pas grand-chose qui émerge de soi-même, tu vois. Enfin, de mon impression personnelle. J'ai l'impression que pour qu'il y ait quelque chose qui émerge, il y a quand même une grosse importance d'avoir une question de recherche. De savoir qu'est-ce que tu cherches dans cette expérience. Et une fois que tu sais ça, ou que tu relis tes expériences passées avec ce spirisme-là, j'ai l'impression que c'est là où les insights émergent vraiment, quoi. En tout cas, c'est mon impression personnelle. Là, du coup, en ayant défini une question de recherche qui m'anime, et en relisant tout le truc, et maintenant en vivant mes expériences par ce prisme-là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus éclairant et que tout s'articule beaucoup mieux. Et le plus ta question de recherche est précise, le mieux c'est. Par exemple, enfin ma question de recherche, ça pourrait être, si je suis très large, comment devenir un meilleur danseur, tu vois, ou comment mieux transmettre des émotions par la danse. Mais c'est trop large. En réalité, c'est pas ce qui me touche réellement. Il faut aller plus profond, il faut se demander mais le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et quand on va très profond dans le pourquoi, je pense qu'à la fin, on arrive à trouver une question qui est unique à nous-mêmes, qui reflète nos sensibilités que d'autres gens pourraient pas avoir parce qu'ils n'ont pas vécu, tu vois, ils n'ont pas les mêmes impressions, la même intuition, la même sensibilité que nous, et qui va nous guider vers la création d'une perspective vraiment unique. Donc par exemple, moi, ma question à la fin, c'était comment cultiver une écoute profonde de l'intelligence intuitive du corps pour accéder à un mouvement authentique et transcendant. Et cette question, j'en suis très content parce que chaque mot a son importance, tu vois. Euh, Intelligence intuitive, mouvement authentique et transcendant. Chaque mot, tu vois, je peux faire un article dessus et un essai pour expliquer pourquoi est-ce que il est là. Il est là, ouais. Et C'est donc, hyper intéressant. ouais. Ouais. Vas-y. Vas-y. Je laisse finir. Ok. Non, mais ça me fait penser, je fais pareil, parce que moi, les équivalences que je vais avoir, ça va être plus en philo. Et souvent, les titres de philo, ils sont horribles, tu vois, ils sont hyper longs, les titres ou les sous-titres, tu vois, avec des mots compliqués et tout. Et quand tu écoutes les auteurs, en fait, bah, ils te disent la même chose que ce que tu as dit. Ils te disent, en fait, souvent d'ailleurs, ils surkiffent leurs sous-titres. J'écoutais une interview sur la chaîne du Précepteur d'un mec qui s'appelle Pagani, qui a écrit 1 ou 2 livres dans sa vie, mais il y en a un, il était en kiff de dire le sous-titre. Et il dit c'est très important parce que il avait fait une erreur, Charles le Précepteur, hein, sur le sous-titre. Il a dit non, non, c'est ça le sous-titre. Et après, il a expliqué pourquoi c'est important chaque mot. Chaque mot. Ouais. Et par contre, ça montre bien qu'effectivement, pour arriver à ce niveau justement je me prends la tête sur chaque mot et j'arrive à articuler une phrase qui est cohérente, enfin une question de recherche qui est cohérente pour moi, bah, c'est un travail déjà colossal, on pourrait dire, parce que c'est un vrai travail de fond, parce que j'imagine à la base, tu as dit comment devenir un meilleur danseur sur le show, j'imagine que c'est tes questions de départ, quand tu as commencé à réfléchir, ça devait ressembler à ça, j'imagine aussi, quoi. Ouais, complètement. Du coup, comment t'as fait pour passer alors t'as parlé des pourquoi, mais est-ce qu'il y avait autre chose que se poser plus la question du pourquoi, ou c'est aussi des rencontres, des lectures, qu'est-ce qui fait qu'à un moment t'as ces mots qui émergent et t'es plus à te dire bah juste ok bah c'est quoi un bon danseur, tu vois. Ouais, je pense que il y a beaucoup de choses qui se rejoignent dans une question de recherche. Parce qu'il y avait un besoin de cohérence entre tout ce que j'ai fait avant, tu vois. Enfin, tu vois, toutes les retraites spirituelles que j'ai fait, le yoga, les psychédéliques, toute cette recherche, tu vois, interne qui me guidait. Comment est-ce qu'en fait, enfin, pour moi, c'était la même que la danse, mais j'arrivais pas à mettre le mot dessus, tu vois. J'arrivais pas à comprendre c'était quoi le lien entre l'art, la spiritualité, la quête du sens de la vie. Tous ces trucs-là étaient un peu différents. Et donc, ouais, du coup, il y avait un premier truc de essayer de rassembler tout ça, quoi. C'est quoi le point d'union entre tout mon parcours et ce que je fais actuellement. Donc, il y avait premier truc. Deuxième truc, peut-être que c'était lire des perspectives d'autres danseurs qui ont vraiment été à fond. Par exemple, Nijinsky, qui est un danseur et un chorégraphe extraordinaire, qui te décrit ses états de transe en danse, qui décrit pourquoi il danse, qui décrit dans ses carnets. C'est fabuleux, quoi. Je te coupe juste, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est
c'est pas un livre de méthode dedans. Ce que tu as lu, c'est des biographies ou des autobiographies ou des carnets. Et Complètement. je pensais à ça avant que tu le dises. Je me disais, mais en fait, certainement qu'il faut lire des autobiographies ou des notes qui auront beaucoup plus de valeur au final que la méthode, je sais pas quoi, brandée par tel chorégraphe ou je ne sais qui, tu vois, par exemple, qui va dans une logique de, bah voilà, je suis là pour vous vendre ma soupe d'une certaine manière, quoi, ou de créer une méthode, une école ou que sais-je, quoi. Ouais, c'est ça. Bien que, tu vois, j'ai aussi lu des livres, par exemple, la créatrice du La danse des cinq rythmes. Et dedans, elle donne toutes ses cartes et elle donne le fruit de son travail de recherche. Et pour le coup, c'est super pertinent aussi. En fait, ça te fait quand même Ok. gagner un temps fou Ouais. d'avoir, tu vois, accès à des cartes précises. Parce que dans une biographie, tu as juste des impressions. Euh, alors que le travail de conceptualisation, il a été fait déjà dans une méthode, tu vois. Donc tu vois des propositions de conceptualisation, d'impression qu'ils ont eues, quoi. Donc je trouve que ça a son intérêt aussi, tu vois, et ça m'a beaucoup aidé quand même. Ok. Donc, Par exemple, donc, vas-y. justement, le côté intelligence intuitive du corps, ce truc-là, je pense que je l'ai eu à la suite de la lecture d'un livre méthode, où elle parlait dans son introduction, Gabrielle Roth, du lien entre l'intelligence intuitive du corps, où est-ce qu'elle se loge, comment elle marche, la dualité avec le mental, comment ça se réconcilie dans le mouvement. Ok. Euh, Et donc, tu arrivé à alterner quand même donc, tes lectures avec tes cours. Comment tu as choisi Parce que c'est une question qu'on a beaucoup dans Perspective aussi, et qu'on aborde. Mais comment tu trouves ces lectures-là? Pourquoi tu te dis, je dois lire ce livre-là à tel moment? Comment tu arrives à trouver du temps pour lire alors que tu es en PLS? Apparemment, enfin, fin de journée, c'est compliqué, tu es fatigué, tu as envie de te reposer ou voir des amis ou que sais-je. ouais, Comment tu c'est as clair. réussi à t'organiser? Parce que comme c'est un vrai sujet, au final, alors c'est que nous, on l'idée, mais cette année, ça n'a pas dû être évident, j'imagine, pour toi quand même. Et c'est un vrai problème pour les gens qui nous écoutent, je pense, de trouver du temps pour lire et prendre le temps de lire en profondeur aussi. Pas seulement lire, mais prendre des notes, Ouais, et déconstruire. intégrer, etc. Bah, tu vois, cette année, aux années précédentes, peut-être j'ai lu 50 ou 100 livres. Là, j'ai plutôt lu, je pense, 20 livres, tu vois, depuis septembre. Donc c'est bon, c'est plus que la plupart des gens, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Donc effectivement, j'ai vraiment ralenti. Par contre, j'ai tout déconstruit et j'ai pris le temps de travailler dessus. Ouais, je dirais que je sais pas. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est aller avec le flow, quoi. Il y a des semaines, j'ai pas lu du tout, des semaines où juste je suis allé à fond dans la lecture. Je sais pas, il y avait le contraste de quand j'ai l'énergie, je le fais, quoi. Tu avais la rigueur de déconstruire tes lectures, t'as consigné tes notes dans Ouais, en Obsidian ou fait, t'as fait. Ouais. en fait, le truc, c'est que ouais, moi, pour le coup, si je déconstruis pas en vrai, j'ai une vague impression du livre, mais j'ai aucune idée de ce que j'ai lu, quoi. Je Tu sais pas si comprends c'est le tout le livre. monde comme ça, Euh, mais en plus, moi, je lis dans le allez, bus, je lis dans les transports, je lis sur le côté d'une répétition, tu vois, donc ça me fait évoluer, j'ai les histoires, je lis souvent les livres de manière linéaire quand même. Mais avant de ouais. l'avoir déconstruit, de l'avoir mis dans Obsidian, d'avoir vu chaque concept un par un, de les avoir revus 3 4 fois, de les avoir connectés, avant de faire cette phase-là, j'ai aucune idée de ce que j'ai lu, tu vois. Et de la complexité du truc. Je serais incapable de te parler des concepts avant. Du coup, comme j'ai l'impression de pas avoir lu le livre avant de l'avoir déconstruit, bah, tu vois, je fais dans tous les cas la déconstruction, quoi. Ça, tu le Enfin, moi, sais c'est un peu un seulement besoin, quand quoi. tu. Ouais. Mais parce que toi, tu sais, parce que en fait, c'est comme si tu prends soin de ta santé et qu'en fait, d'un coup, tu pars plus d'énergie en faisant telle action. Mais avant ça, tu peux pas savoir qu'en fait, tu as besoin de telle action pour avoir l'énergie parce que ton niveau d'énergie te paraît normal. Ouais, c'est ça. Et un lecteur, mais qui mène alors, ça va faire péjoratif un peu vis-à-vis des gens qui nous écoutent, mais j'imagine que les personnes qui n'ont pas encore ce genre de système se rendent pas compte qu'en fait, elles ne lisent pas vraiment quand elles lisent un livre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, C'est que, complètement. comme on dit, l'écriture commence à la réécriture. Bah, peut-être que la vraie lecture commence quand tu commences vraiment à étudier. Alors, c'est pas forcément que Obsidian, mais déjà pouvoir se replonger dans ses notes, déjà de faire au moins la mémorisation espacée aux différentes méthodes d'apprentissage Moi, je pense que c'est qui la peuvent être. déconstruction par concept. C'est ça le clé, de tout ce que j'enseigne, il y a que ça d'important, quoi. Moi, ce que je me dis en ce moment, c'est vrai que c'est ça qu'on en parlait récemment là aussi. Là, je te demandais notamment, bah, on en parlera dans notre épisode, mais comment allier IA avec pensée profonde, avec des constructions et comment garder de la friction tout en enlevant. Enfin, c'est un vrai sujet parce qu'on peut aller beaucoup plus vite qu'en 2021-2022 quand tu as commencé ce, 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 ce système. Mais tu vois, moi je vois, bah là j'ai fait une vidéo par exemple sur les mini-essais. Et au final, bah, c'est un peu une alternative aux notes permanentes. C'est en fait de prendre une idée et puis en fait de réécrire un texte par-dessus qui a peut-être potentiellement vocation à être public. Mais je sais que je me souviens beaucoup plus de tous les concepts que j'ai abordés dans des newsletters, par exemple. Ouais, c'est clair. Mais au final, c'est un peu la même chose d'une certaine manière. C'est juste que c'est pas atomique, c'est pas. Je peux rajouter une deuxième idée par-dessus, mais j'ai l'impression que moi, ma manière d'apprendre, c'est
d'expliquer ce que j'ai appris, mais aussi d'essayer de le développer, le transcender, le dépasser aussi un petit peu, tu vois. En le croisant avec une histoire personnelle, avec un autre concept ou avec quelque chose, tu vois. Ouais, bah Ça c'est m'aide beaucoup. les deux rôles des sections références et liens dans la note permanente aussi. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que le mini-essai, c'est la couche supplémentaire, quoi. T'as tes unités atomiques, tes concepts que tu déconstruis pour avoir ta matière prête. Et C'est après, tes ça. mini-essais, c'est comment tu navigues dans tes notes chaque jour. Et comment chaque jour, elles t'évoquent un nouveau truc, quoi. Ouais, bon, on reverra plus loin, mais moi, j'aimerais bien faire ça, justement, avoir mes notes permanentes et mes notes personnelles pures, mini-essais, ou peu importe comment on l'appelle, qui serait la table d'après, on pourrait dire. Et du coup, t'autorises que l'IA écrive, disons, tes notes permanentes, ou qu'elle t'aide à les déconstruire. Mais les mini-essais, disons, c'est ta pensée qui est Ah oui, dedans, quoi. oui, ça serait forcément 100% by human, mini-essai. Et après, bah, on en reparlera, parce que ce sera intéressant, parce que sinon, on va trop dériver, mais effectivement, je me pose encore des questions sur... ça, je te posais des questions en privé aussi, sur comment tu gérais l'IA, le prompt que tu utilisais, ou les prompts que tu utilisais. Mais je te propose, on le développe dans un autre épisode, sinon ça Un va être autre frustrant, épisode, ça on va marche. le faire à moitié, et puis voilà, abonnez-vous au podcast, comme ça, vous aurez une bonne raison de revenir. Ouais, Bon, c'est on clair. parlera plus de notes, enfin, on a plein de sujets, on va parler d'IA, on va parler de tout en fait. Beaucoup de sujets nous intéressent, donc le but c'est vraiment d'essayer de développer nos visions sur pas mal de sujets. On a aussi, bah, je suis un peu teaser, mais le texte du dirigeant de Anthropic qui développe Claude aussi. J'avais prévu Oui. un épisode qui va pas tarder à venir qu'on fera ensemble aussi en point de départ en tout cas pour parler un petit peu du paradigme IA et nos visions de l'évolution du monde. Ça fait grandiloquent dit comme ça, mais c'est un peu ça au final, l'évolution du monde à venir avec l'IA. Mais bon, revenons sur nos Revenons. sujets. Alors Je attends, pour revenir digresse. dessus, moi j'avais ouvert une petite parenthèse là sur notre écran Vas-y. avant qu'on move on, mais sur la question de recherche, parce que du coup on était là-dessus. Oui. Je t'avais dit à quel point moi ça m'avait aidé de préciser ma question de recherche, d'aller dans le pourquoi, 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 pourquoi. Et donc ça me renvoie à mon histoire de vie, à mes valeurs, à mes lectures, que tout ça s'assemble. Et c'est une question qui va évoluer, tu vois. Et il y a des sous-questions de recherche. Mais en tout cas, j'ai cette grande question de recherche. Et du coup, ça m'a fait penser à un des membres de la promo 2 du programme Perspective, avec qui j'ai eu la même discussion. Parce que du coup, la question de recherche du membre, c'était en gros. Enfin, lui, sa quête, c'était. Enfin, je pense qu'on peut dire qui c'est Elliot Prigent. Et donc, lui, son truc, c'était je veux explorer les modes de vie alternatifs pour voir comment est-ce qu'on peut designer sa vie, quoi. C'est la question la plus banale qui existe, tu vois. C'est cool, hein. Mais quand tu vas aller. Lui, du coup, il voulait aller faire un tour de France, voyager pendant un an, rencontrer des gens, voir plein de modes de vie. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller voir les gens, il va kiffer ses moments, il va faire des petites vidéos, ça va être super. Mais à la fin, est-ce qu'il aura une perspective unique? Bah non, ce sera comme moi avec la danse, tu vois, il aura vécu ses expériences, il aura fait plein de trucs, il aura des bonnes anecdotes. Mais est-ce qu'il aura développé une philosophie personnelle? Est-ce qu'il aura développé un truc? Non. Parce que, ou peut-être, mais difficilement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas justement de questions de recherche qui résonnaient avec lui intimement. Et donc on allait creuser dans le coaching, et on se demandait, mais en fait, pourquoi? Il disait, ok, il y a un truc à propos de la magie, tu vois. Sortir d'une vie qui est déjà écrite pour nous, dans un chemin qu'on nous propose, mais plutôt retrouver la magie de l'inconnu, de l'imprévu. Et il était là, non, 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 mais en fait, la magie, elle vient parce qu'on a de la curiosité. C'est parce qu'on sent son élan interne qu'on a l'impression qu'on vit des choses magiques. Euh, et la rencontre, il y a la rencontre aussi dedans. Etc., etc. On va encore plus loin, on va encore plus loin, on va encore plus loin. Et on trouve des choses un peu du style, des questions du style, est-ce que quand on écoute sa curiosité, on tombe sur une vie alignée? Et ça, c'est une vraie question, quoi. Est-ce que quand on suit sa curiosité interne, on obtient une vie qui est vraiment alignée? Ou est-ce qu'on devrait trouver une manière de composer avec les contraintes externes plus sa curiosité pour trouver quelque chose? Ou est-ce qu'il faut s'abandonner à ça? Mhm. Est-ce que la curiosité nous transmet le chemin à suivre pour soi-même? Euh, Tu vois, à quel point il faut dire oui à la vie et à sa curiosité, à quel moment il faut dire non. Toutes ces questions-là, quoi. Et finalement, tu vois, il y avait un peu son truc, tu vois, s'il faisait une newsletter hebdomadaire, tu vois, ce serait un peu ma quête de la résonance, suivi le récit hebdomadaire d'un voyage guidé par la curiosité avec un saut dans l'inconnu. Bon, c'est un peu nul, là, c'est la fin du coaching après 2 heures, mais euh, tout ça pour dire que on est allé poser les questions de pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça, en fait. On est tombé sur ses valeurs, son truc curiosité, imprévu, rencontre. Et c'est ça en fait qui le guidait lui. Et donc on a trouvé une question de recherche plus pertinente. Et je suis sûr et certain qu'à la fin de son année, mais la trajectoire qu'il va prendre, elle va être radicalement différente et beaucoup plus riche. Parce qu'il répond à une question de recherche qu'il touche personnellement. Plutôt que se laisser porter par le flow et en fait jamais vraiment
grasp euh, quelque chose d'intéressant. Et donc ça, c'est la puissance de la question de recherche, quoi. Je sais pas si c'est parlant ou pas, mais... Si, bah, toi, tu la vois comme quelque chose, effectivement, comme façon, qui est très, très personnel, comme tu disais tout à l'heure. Contrairement, si on faisait un parallèle avec les thèses en université, où ils ont aussi une question de recherche très précise, mais qui est relativement externe de ce que je sais en tout cas, externe à la personne. Alors, les sujets sont des fois proposés, ils prennent parmi une liste de sujets proposés. Donc c'est intéressant et c'est vrai que c'est ce qu'on... Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Je suis un petit peu dans cette phase actuellement. Ça m'intéressait aussi de creuser ça avec toi, qu'on prenne vraiment un vrai focus de discussion là-dessus. Parce que des fois, tu vas avoir des centres d'intérêt où tu vas avoir des... Comment dire? J'essaie de prendre avec comment moi je le vis en ce moment. Tu vas avoir des questionnements sur des sujets. Par exemple, je sais pas, l'impact de l'IA sur la société. Mais après, ça, c'est trop large, je dire, de dire l'impact de l'IA sur la société. Et après, tu continues à creuser. Pourquoi ça m'intéresse? Ok, parce que ça questionne, soit si je le fais pour moi-même, ça questionne le rapport à ce qu'est être un être humain, par exemple. Ça questionne le rapport au travail, euh, à l'argent. Enfin, toi, et puis tu continues à développer. Et du coup, au final, tu touches quelque chose à la fin où je ne l'ai pas encore touché jusque-là, mais tu vois, avec quelque chose vraiment qui va être très propre à moi, je pense, sur le rapport au temps, sur le rapport à comment vivre sa vie. Tu vois, on va revenir sur des questionnements comme ça. Donc c'est intéressant, ouais. Mais encore une fois, c'est un peu le fil rouge de l'épisode, mais ces choses-là demandent vraiment une capacité de rentrer en soi quand même, tout en cherchant à l'extérieur aussi. C'est un peu ça qui peut être difficile, je le vois chez les participants de Perspective des fois, c'est avoir cette double posture entre je vis ma vie, j'arrive à retirer des choses de moi-même, journaling, introspection, questionnement, peu importe, et en même temps je me nourris de choses extérieures. Tu sais, des fois on a un peu ces profils où il y en a, ils sont trop l'un ou trop l'autre, tu vois. C'est Tu clair. vois, et la question, c'est comment on arrive. Alors, faut pas être à 50-50. Le but, c'est pas d'être sur un équilibre parfait. Mais je pense que c'est ça. Je trouve que tu l'as bien expliqué au final. Il faut avoir cette question au milieu. Avoir des projets, je pense. Et là, tu l'as très bien présenté. Ok, je pars à Londres, je fais de la danse, je m'immerge à fond, je me dédie à ça. Et en même temps, voilà, garder des espaces de lecture, de penser à des concepts. Et c'est pas facile. C'est pas facile, je trouve. Et comment tu fais, justement, c'est une question que je m'étais notée, quand tu as des périodes un peu de alors j'ai deux questions en fait. Comment tu sais que cette perspective vaut la peine d'être vraiment développée? Tu vois que tu as vraiment vraiment envie en fait. Enfin, la question c'est qu'on veut avoir une perspective qu'on veut vraiment vraiment vraiment. Donc ça veut dire c'est presque une question déjà biaisée parce que ça veut dire que ça part vraiment d'un truc interne, un drive. Et ma deuxième question, on la reposera après, mais comment tu fais quand tu es paumé, tu as du flou justement sur pourquoi je fais tout ça, ou en fait je me suis paumé dans ma question, puis en fait le sujet de recherche il est trop colossal, ou j'ai pas les réponses, tu vois. Enfin, donc il y a un peu les deux. C'est comment on sait que ce truc-là, il faut qu'on le creuse. Enfin, on pense qu'il faut qu'on le creuse. Et comment on gère les périodes de doute, parce que quand on est dans la recherche, bah, on est dans quelque chose qu'il n'y a pas de réponse encore qui ont été données par quelqu'un d'autre, si c'est une vraie recherche personnelle. Et du coup, ça peut faire peur un peu aussi, quoi. Bah, je pense que le journaling, pareil, hein. Enfin, il y a ce truc de... Enfin, je sais pas, le doute, donc c'est quoi le doute? C'est... Enfin, pour moi, dans ma conception de comment marche la structure égotique, les voix dans la tête, etc., le doute, c'est un sorte de personnage interne, dans ton théâtre interne, qui arrive et qui exprime je sais pas, une incertitude. Et le doute vient d'où? À mon avis, le doute vient du fait que tu as peur d'être, entre guillemets, humilié en public, parce que tu as peur de faire un truc qui en fait n'est pas à la hauteur, et d'être, je sais pas, d'être mal vu par le groupe, tu vois, d'être rejeté. Et au fond, ça va un peu dans cette peur-là, quoi, à mon avis, dans mon expérience personnelle du doute. J'ai pas beaucoup lu là-dessus, donc je sais pas si c'est juste ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et donc, du coup, quand ça arrive, bah, dans tous les cas, faut, à mon avis, comment je gère le truc, c'est sentir l'émotion dans le corps, tu vois, vraiment l'émotion, sans la sensation de l'émotion, sans aller dans le drama qui va avec, pour l'évacuer, tu vois, y aller à fond dedans. Et ensuite, journaler. Comme toi, enfin, comme on le disait plus tôt, je pense que écrire, mais ok, en fait, j'ai une part de moi qui a du doute, parce que, et du coup, là, tu comprends un peu la psychologie. Par exemple, moi, je pourrais avoir du doute sur mon approche, encore aujourd'hui, parce que je me dis, mais en fait, ça manque de base scientifique qui pourrait être mesurée par des choses objectives mesurables. Je parle sur des prémices qui n'ont pas été forcément basées, tu vois. Quand je parle de transcendance sur une non-dualité entre la conscience et le corps, mais en fait, c'est quoi la conscience, tu vois? C'est quoi ce prémisse? D'où il se passe? Et en fait, j'ai l'impression que tous les points où il y a du doute, c'est des points que je dois creuser plus, tu vois.
Euh, et que c'est des questions que je dois garder ouvertes, justement, sans certitude, toute ma vie, pour pouvoir rapporter des pistes de réponse, tu vois, au fil du temps. Parce que le siège de la conscience, est-ce que en fait c'est simplement les molécules de notre cerveau et les atomes qui s'entrechoquent, tu vois, ou est-ce que c'est plus grand, est-ce qu'il y a un fantôme de la machine? Bon, c'est plein de questions philosophiques. Mais en vrai, Mhm. c'est la base du mot transcendant dans ma question de recherche, tu vois. Et de mon approche quand je dis, ben, on va atteindre l'extase. Ouais, mais pourquoi, c'est quoi, comment? Enfin voilà, donc je pense qu'en fait, le doute, déjà, première chose, c'est qu'il faut comprendre que c'est un personnage interne de son théâtre interne qui s'est créé de par son histoire personnelle et qui est là pour nous aider, pour nous apporter un truc. Et ensuite que si on l'écoute et qu'on dialogue avec lui, on a des vraies sous-questions de recherche qui émergent, quoi. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Et donc, dès que j'ai du doute, de me dire, mais en fait, j'ai rien à apporter, mais qu'est-ce que j'ai de nouveau, machin. Mais en fait, au lieu de rester à ce niveau-là, je vais derrière, je creuse, et je découvre que ça correspond à des sous-questions, des angles morts, qui me permettent d'aller plus profondément, et donc de m'asseoir de plus en plus. Je sais pas si ça fait sens. Toi, tu le vois comment le doute, enfin, quand on a. Ce qui est sûr, c'est que il faut le décortiquer. Alors, soit avec ça peut être un thérapeute, si on a besoin de ressources externes, ça peut être à travers la marche. Moi, je marche beaucoup quand j'ai des périodes un peu de flou. Euh, alors, je réponds pas tout de suite à la question de comment je gère Je le vois. Mais doute. c'est bien, compute en arrière-plan. Voilà, c'est ça. Et réfléchir en arrière-plan. Non, mais moi, je sais que quand je doute, en tout cas, c'est déjà reprise un peu de contrôle sur l'environnement. Donc vraiment réduire le nombre de choses que je fais pour laisser de la place, avoir des plages horaires longues, aller marcher, beaucoup écrire. Et après, j'ai l'impression que déjà, je dirais arbitrairement 80% des situations de doute sont résolues par juste laisser le temps s'écouler. Il n'y a pas à agir dessus, c'est comme un nuage qui passe, tu vois, il va passer, quoi. Donc il y a déjà les vrais doutes et les faux doutes. Et après, les vrais doutes, je pense que tu as bien expliqué. Ils veulent dire quelque chose sur toi, effectivement. Tu creuses, en fait, souvent, c'est des peurs, c'est des craintes, c'est des traumas, là, c'est de la pure psychologie, en fait, quoi. C'est qu'est-ce qui fait que je doute de telle chose que je suis en train de faire, ou que j'aimerais faire, ou que je suis en train de vivre. Et du coup, je pense que c'est l'occasion vraiment de creuser. C'est pour ça que je fais partie des gens qui disent que tout le monde gagnerait à avoir une forme de thérapie, une forme de suivi. Parce qu'on a besoin de cette hygiène, je pense, de vraiment pouvoir avoir cet effet miroir, de parler à quelqu'un. Alors, si on fait du journalisme, ça peut marcher aussi, mais pour la plupart des gens, je trouve que c'est intéressant d'avoir un thérapeute parce que ça permet justement d'avoir cet espace pour dire ah bah là je suis là et puis il va t'aider à creuser. Il y a vraiment besoin de ça. Enfin, tout le monde ne pense pas ça, mais en tout cas moi, c'est ce que je pense. Donc c'est ça, c'est par l'extériorisation, donc comment on dit? Extérioriser. Extériorisation. Oh là là, je Non? suis parti dans un beau complexe. Waouh! Extérioriser, parce que c'est extérieur. Extériorisation, donc. Ok. C'est ça, exactement, bien dit. Je pense que c'est ça et ça va. Ouais, pour moi, c'est soit par une intermédiaire, soit par le journaling. On en revient à ça. Et du coup, juste pour la deuxième question que j'avais, c'était sur la sensation de drive que tu as. Parce que c'est cette question que tu te poses versus un milliard de questions que tu pourrais te poser. Pourquoi celle-ci vaut plus la peine que les autres à être creusée? Pourquoi tu as envie d'y consacrer du temps, des lectures, peut-être d'autres, on va y venir après, mais d'autres expériences dans le futur pour continuer à creuser tout ça? Pourquoi c'est celle-ci et pas une autre? Ouais, c'est. Moi, je sais pas, en fait. Je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres, tu vois. Et je pense que j'en ai plusieurs sur différents sujets, en parallèle. Je crois que c'est Feynman qui disait qu'il faut avoir ces 10 questions principales en tête, tu vois. Mais je pense que sur le monde de la danse, tu vois, il y aurait celle-ci, qui est vraiment sur le développement de l'individu par le mouvement. Mais il y en aurait d'autres sur l'art, probablement, tu vois. Que j'ai pas formalisé forcément aussi bien. Mais pourquoi on crée de l'art? Comment créer de l'art à partir d'un espace transcendant, justement? Et là, je n'aborde pas du tout la question de l'art. Donc, bref, il y en aurait d'autres. Et pourquoi celle-ci et pas une autre? Euh, Je pense que c'est une question, tu sais, de flow dans le moment, quoi. Là, Ouais. je crée une retraite pour être, enfin, de 3 semaines, qui va permettre aux danseurs, justement, de s'explorer eux-mêmes. Du coup, c'est ça la question qui va nous guider. Après, et qui va me guider, du coup, tout l'été, sur laquelle je vais écrire un livre. Après, je pense que l'année prochaine, tu vois, une fois que j'aurai fait ce truc-là et que j'aurai un peu tiré un chapitre sur la danse pour soi, pour performer, il y aura peut-être une question plus grande de pourquoi on crée de l'art, comment on crée de l'art. Et ça se trouve, je me crée un autre programme de recherche dans, ok, bah là, cette année, j'ai créé un spectacle pour la question de l'art quand même, un seul en scène d'1h30. Peut-être que l'année prochaine, je crée 4 spectacles, tu vois. Je me dis, bah vas-y, j'y vais à fond, je sais pas. Mais Hmm.
Je te pose la question parce on a tendance à avoir des audiences, toi et moi, et on voit dans le programme aussi de gens qui ont plein de sujets qu'ils aimeraient creuser, développer, projets qu'ils aimeraient faire aussi. Et c'est une des grosses douleurs que moi je ressens et que j'ai déjà vécu, enfin que je vis parfois encore d'ailleurs. Mais je le vois beaucoup à travers nos audiences et nos clients. Et toi, t'arrives, alors que je sais que t'as plein de trucs que tu veux creuser aussi, tu te dis là, ouais, t'arrives quand même à t'immerger, tu vois, ça me fait penser à Derek Sivers qui dit souvent qu'il a cette capacité à être monotâche ou monofocus, tu vois, parce qu'il sait qu'après il va y avoir d'autres phases de vie, de séquencer tout ça. Et comme on attire des audiences, tu vois, c'est important de développer parce que comme des audiences qui sont très multiples, c'est une des plus grandes douleurs, c'est se limiter, entre guillemets, à une question qui est quand même assez précise, même si elle permet d'explorer beaucoup de choses. C'est peut-être ça d'ailleurs le hack en fait, c'est d'avoir quelque chose de suffisamment profond, précis, qui te drive, mais qui en même temps t'empêche pas de lire un livre qui aura peut-être rien à voir, mais que tu vas pouvoir réintégrer dans cette perspective. Ouais. Je réfléchis. Bah, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc de. Quand tu l'as, tu vois. Si ta question de recherche, elle te fait pas te lever le matin, bon bah, c'est peut-être pas ta question de recherche, quoi. Enfin, il y a quand même Et, une vérité là-dedans, tu vois. Moi, cette ouais. question-là, en vrai, tous les jours, je peux y réfléchir, je peux danser à propos de ça, je peux lire des Hmm. livres à propos de ça un peu de manière infinie, c'est ce que je fais depuis 4 ans, tu vois. Après, c'est la question un peu. Enfin, on est un peu déterminé là-dessus, tu vois. En fait, on sait pas pourquoi. On a nos envies primaires, tu vois, dans la vie, j'ai l'impression. C'est probablement la résultante de notre ADN, notre éducation, plein de trucs inconscients qu'on n'arrive pas à compute. Mais on a ces trucs, tu vois, et le seul truc, c'est qu'il faut le trouver, quoi. Et aligner nos actions et nos envies d'ordre secondaire, tu vois, sur ce pourquoi on a été déterminé. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là. Et si on arrive à le trouver parfaitement, à avoir cet alignement, bah, t'as l'énergie et t'as le drive, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là, quand même. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai ressenti ça quand j'étais dans mon processus de livre en 2022 et 2021 aussi, quand je commençais à beaucoup lire sur les sujets qui ont fait émerger mon livre. Ça partait vraiment de moi, en fait. Je suis vraiment allé chercher des pistes de réponse aux questions que j'avais sur comment on pouvait vivre, en fait. C'était quoi une bonne vie au XXIe siècle. Et j'ai trouvé quelques pistes de réponse qui sont pas du tout euh, la vérité à 100% et qui sont très subjectives et que je pourrais répondre quelque chose d'autre même encore aujourd'hui, tu vois. Mais ça m'a beaucoup aidé en tout cas et c'était ma question à un instant T avec ma tentative de réponse à un instant T. Donc ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, tu vois, moi, comment je l'avais vécu, c'est que ça m'a quand même très cannibalisé, plutôt phagocyté mon attention, mon temps, et j'avais beaucoup de mal à faire du business en parallèle. Et toi, il y a aussi cette tension aussi, c'est des fois, tout le monde n'est pas, tu vois, riche ou tu vois, ou, tu Ouais, vois, ouais, ou c'est clair, a c'est déjà un clair. business qui tourne. Et en fait, tu vois, on a ça aussi dans perspective, et c'est un vrai sujet. Où même nous, des fois, tu vois, faut qu'on fasse pas attention, mais on a des gens qui vont venir parce qu'il y a aussi un vrai enjeu business, un enjeu de gagner sa vie. Et des fois, il y a des gens qui ont des vraies urgences de je veux gagner de l'argent dans 2 mois, 3 mois. VS à dire à quelqu'un, vas-y, pendant un an, va explorer justement en toi, va trouver cette question de recherche. Toi, on a encore ça, encore dans nos questionnements. Enfin, tu vois, notre programme ne fait Bah, qu'évoluer c'est tout depuis le le, programme le payant, début. quoi. Donc il y a un enjeu de rentabilité. Oui, alors supposons que ça pourrait. Oui, mais faut pas présupposer que la rentabilité n'est forcément que financière, elle peut être sur d'autres aspects. Oui, bien sûr, mais je veux dire, les gens, du coup, soit ils ont un métier, soit ils. Enfin, Oui, oui. c'est-à-dire comme c'est un abonnement, en plus, tu vois, c'est une logique. Ah, mais tu vois, Mais en en tout tout cas, cas, non, ça. mais je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Ouais. Moi- Ouais, bah moi j'ai le sentiment qu'il y a un truc dans la. Enfin, une piste de réponse là-dedans, c'est quand même dans la congruence de la phase de vie, quoi. C'est. Si tu prends pas le temps de définir ta phase de vie, bah. Tu vas toujours être en désalignement, quoi. C'est- mais si tu sens que tu as envie de créer une perspective et d'aller vraiment dans ce processus-là, quoi, bah faut avoir une vie qui te permet de faire ça, quoi. Et donc, soit ça passe par réduire tes dépenses fixes mensuelles à fond. Tu vois, comme Derek Sivers, il l'avait fait. Hein. Ses Hmm. charges fixes mensuelles, c'était genre 300 € par mois. Et donc, il pouvait faire un show par mois de clown. Et puis, il avait fait ses dépenses fixes mensuelles. Donc, il pouvait rechercher, il pouvait faire de l'art, il pouvait. Mais tu vois, C'est, c'est un bon c'est... truc de design de vie, quoi. Donc, du coup, Ouais, c'est bon, clair. après, c'est pas possible pour tout le monde. Il y a des engagements et tout. Mais je pense qu'il faut savoir, ouais, designer sa vie et avoir, ouais, conditions de vie congruentes Ouais. pour Il y ça. a une vraie dimension de sacrifice. Je sais que les gens n'aiment pas ça, et encore moins nos. En tout cas, je vais parler pour mon audience, historiquement, de ce que je sais. Mais de sacrifier, en tout cas, quelque chose pour pouvoir avoir cet espace pour creuser. Mais complètement. Et,
Et c'est très difficile parce que les gens veulent garder les portes ouvertes, ils veulent avoir toutes les options, ils veulent tout explorer, tout faire, tout vivre. Alors que tu passes à côté de tout quand tu fais ça, j'ai l'impression. En fait, c'est le paradoxe. Mais complètement. Mais même moi, tu vois, pour la danse, en vrai, je voyageais beaucoup, j'avais Atomic. Bah, tu vois, je me suis dit, bah, au début de l'année, j'arrête de voyager, je commit, je m'installe et j'arrête Atomic, tu vois. Alors que si j'avais pas été dans le master, j'aurais probablement gardé Atomic, qui fera probablement plus de chiffre d'affaires, tu vois. Enfin, j'ai sacrifié, entre guillemets, sacrifié 4 ans de travail, quoi. Pour pouvoir me commit parce que je savais que c'était le bon truc, quoi. Donc ouais, même à toutes les échelles, quoi. Et je pense que, tu vois, si là demain je sens que j'ai vraiment envie d'aller dans la danse à fond, bah faudrait que je revoie un peu de perspective, que je combine ça dans une journée par semaine, que je fasse autre chose et que je coupe tout autre truc. Et puis si j'avais pas de perspective, peut-être que je réduise à fond mes coûts fixes mensuels, tu vois, à Coup fixe, 200 euros ouais. par mois. Et juste que je danse dans la salle de danse, quoi. Là, on en revient à ça. Sacrifice et capable extrême aussi dans son approche potentiellement. Peut-être pour aller vers la fin de cet épisode, on a bien mappé ce que je voulais, à moins que tu aies une autre question, mais aller vers la projection, parce que du coup, là, tu ressors de Londres, à un moment où on parle, tu fais tes dernières semaines, tes dernières journées de cours, ou peut-être même fini les cours, tu me diras. Comment tu vois la suite? C'est quoi la suite pour ta perspective et ça se matérialise sous quelle forme en termes de projet, en termes d'écrit, en termes de je ne sais quoi? Comment tu vois la suite là? Ouais, bah la suite elle est excitante parce que cet été j'organise du coup une retraite de 3 semaines avec... au final il y a une trentaine de personnes qui vont venir, donc c'est un peu beaucoup, mais on s'accroche. Avec une trentaine de danseurs, non-danseurs, théâtre, comment on dit, acteurs, euh, musiciens, pas mal de différents talents créatifs. Et on se rejoint donc pendant 3 semaines pour répondre donc à cette vision qui est de cultiver une écoute profonde de l'intelligence intuitive du corps pour accéder à un mouvement authentique et transcendant. Et donc, comment j'ai structuré le truc? J'ai décomposé cette question de recherche en 3 sous-questions de recherche, qui sont donc d'abord la première partie, la première semaine, qui est donc comment développer une connexion profonde à l'intelligence intuitive du corps. Et donc là, on a plein de sous-questions de recherche de cette semaine-là, qui vont être comment tu ralentis pour mieux écouter les impulsions naturelles, où commence l'impulsion et comment suivre l'impulsion, comment tu commences une improvisation de manière juste, sans que ça commence par le mental, mais que ce soit le corps qui te suggère. Il y a des mecs, ça fait 15 ans qui recherchent à propos de ça, qu'ils ont déjà écrit 10 livres dessus, et qui ont une troupe d'improvisation sur comment tu commences une impro. Donc, tu vois, c'est des questions, chaque question peut être énorme. Semaine 2 du coup, c'est l'expansion, quoi. Comment tu explores les qualités de mouvement pour enrichir ton improvisation. Comment t'enrichis ton vocabulaire corporel en mettant du rythme, des textures, des émotions, de l'interprétation, plein de choses dedans, quoi. Et puis, troisième semaine, c'est l'extase. Donc, comment le mouvement peut nous conduire à l'extase en dissolvant, si tu veux, l'impression du soi, quoi. Ok, je suis Elliot, je contrôle mon mouvement, je contrôle mon corps. Non. T'es dans un flow créatif absolu où t'es en train de danser et c'est intuitif, c'est intelligent dans ton corps et t'es dans un, je sais pas, un plasma unifié, quoi. Un truc un peu comme ça. Et donc, c'est ça un peu la question de cette semaine-là, quoi. Et du coup, on va comment c'est structuré, c'est un peu comme un labo de recherche. Donc, chaque semaine, on a une question en particulier. On a donc des cercles d'ouverture où chacun propose ses sous-intentions, quoi. Et on a des cercles de fermeture un peu où on rassemble toutes les découvertes de chacun pendant la session, les impressions personnelles. On filme la séance, enfin la salle pendant 24 heures sur 24. Enfin plutôt 7 heures sur 7 quoi quand on danse. Et ensuite, moi à la fin, je condenserai donc tous les retours d'expérience de tout le monde, les réponses aux questions de recherche de tout ce qu'on a fait. On fera aussi des improvisations collectives qu'on va filmer pour avoir des pièces qu'on pourra publier d'art quoi en fait. Euh, et ensuite, à partir de ça, du coup, ce sera comme tout mon matériel de recherche dans lequel je devrais trier pour écrire un livre dessus, en parlant des découvertes de chaque participant, comment ça s'est passé pour eux, et en donnant du coup des pistes de réponse à la grande question et aux 3 sous-questions, quoi. Donc ouais, je pense, enfin moi je trouve ça assez merveilleux comme proposition. Et du coup, c'est un groupe intergénérationnel, le plus âgé a je crois 65 ans, le plus jeune a 17 ans. Il va passer le bac juste avant. Et donc, ouais, intergénérationnel, intercompétences. Il y a des danseurs pros, il y a des chorégraphes qui ont déjà fait, enfin, je sais pas, 20 chorégraphies dans leur vie, internationalement connues, qui vont venir, tu vois.
Et il y a moi, quoi, au milieu de tout ça. Et du coup, il va y avoir tu vois, des découvertes, mais certains à un niveau très basique, je pense, tu vois, mais en fait, mon corps peut m'apprendre à bouger, tu vois. Et les pros qui seront là en mode, oh, la théorie de l'attention, si je mets mon intention sur un point particulier, alors je capte l'attention du public pour créer de la tension de performance. Tu vois, ils seront dans les délires de théorie de la performance. Et je pense, du coup, il y aura une richesse énorme Qui est qui va émergé, arriver, quoi. ouais. Voilà, c'est mon projet Donc, de cet été. vraiment gros moment de vie déjà, 3 semaines à 30 personnes. Et surtout 7 Et heures par jour, quoi. 7 heures par jour, et bah, j'imagine que vous n'allez pas le faire à moitié. De Et mouvement, quoi. Dis-toi, c'est comme. En vrai pour moi, ça fait le même effort physique que le tennis. À peu près. Donc imagine, c'est 7 heures de tennis par jour. ouais, c'est fort. Bah, mais c'est trop. J'ai refait des 2 heures là, ça va bien, ça m'a tué déjà là, des sessions de 2 heures. Mais, Mais tu ok, bah pourrais en écoute, vrai faire 7 très heures de bien. tennis par jour, tu vois. On pourrait, ouais, mais faut casser des barrières mentales, il faut y aller, faut le faire. Je le faisais quand j'étais petit, peut-être pas 6 heures, mais 7 heures, mais du bien 4-5 heures par jour, ouais, donc c'est Ouais, possible. c'est ça. Et tous les jours. Et imagine à la fin, tu découvrirais des trucs de ouf, quoi. Comment. Enfin, tu vois, le lâcher de la raquette, une fois que t'as des courbatures, comment tu fais pour travailler Bah, au-delà de la courbature? alors c'est marrant, mais petit parallèle rapide, mais au tennis, tu rends compte, le relâchement, tu le trouves justement quand t'es fatigué. Au début d'une session de tennis, si t'es un peu stressé ou un match, tu vas vraiment avoir du mal, tu vas être crispé, ton geste va pas être naturel, alors qu'en fait, il est beaucoup plus naturel, fluide quand t'es au bout, tu vois, vraiment à la fin. C'est le corps qui joue, c'est plus la tête qui joue, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, et du coup, là-dedans, ouais, t'as ta première question de recherche, comment tu développes l'intelligence intuitive sur le terrain de tennis, et après, tu peux ajouter tes sous-questions sur, je sais pas, comment dans la biomécanique, tu attaques par le talon en fonction de ton MBTI, ton profil moteur, en fonction de tes fonctions cognitives, comment tu analyses la balle. Enfin, Ouais, et, je pourrais et être très loin, ouais. et du coup, en fait, ouais, on se limite tous parce qu'on dit la recherche c'est le PhD, mais en fait, la recherche, c'est quand tu décides qu'il y a une recherche, quoi. C'est Donc clair. du coup, en fait, tous les gens qu'on a dans Perspective pourraient tous designer une expérience similaire à la mienne pour tester, quoi. Bah, ils seront les premiers auditeurs, je pense, du podcast, donc c'est très bien. On Voilà, leur dit, allez-y, designer un designez truc. votre expérience, ouais, complètement. Merci Elliot, est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué ou c'est bon pour toi sur cette thématique? Moi, ça m'a l'air assez complet. Ouais, bah rejoignez le programme Perspective. Petite pub de fin. Non, mais en tout cas, bah, voilà, c'est un podcast assez long, donc ceux qui sont Si, encore là, attends. bah, vas-y. On Oui, avait vas-y. un truc, je mettrai des extraits dans la description du coup, Ah oui, de vidéos de danse. Typiquement, le moment où j'ai dit, la chorégraphe m'a dit d'imaginer un univers où il y avait une créature qui tombe sur mon épaule et tout. Bah ça a ouais. été filmé et donc c'est dans la description. Il y a d'autres On le mettra pièces sur de 4 YouTube et sur heures. les plateformes de podcast, ouais, carrément. Et il y a des articles sur Et le blog Perspective au moment où vous écoutez ça sur plein d'expériences que j'ai vécues aussi. voilà. On va vous mettre en description, vous avez le lien pour en savoir plus sur Perspective, une petite vidéo qu'Eliott a faite pour expliquer ce que c'est le programme, la méthode qu'il y a derrière. Et on vous met le lien aussi du site perspective.ac/blog qui va vous permettre de voir toutes les réflexions qu'on partage au quotidien, du lundi au vendredi. Donc voilà, bah écoute Elliot, on reprend ça dans 2 semaines. On essaie de sortir un podcast toutes les 2 semaines là, au moment où on enregistre. On verra le prochain sujet, mais voilà, on disait il y aura l'IA, il y aura du futur du travail, il y aura peut-être des sujets de philo, Il y aura non, surtout sujets d'investissement, des des interviews aussi interviews des membres du programme. on va plus que des interviews, je pense qu'on va les prendre dans des conversations à trois. Enfin, on peut les interviewer. Oui, il y aura aussi des interviews effectivement. Tu vas les proposer. Je pense qu'il y a on a des gens qui ont vraiment des perspectives ou du moins des prémices de perspectives intéressantes pour ceux qui démarrent. Et on va les cuisiner un petit peu aussi sur le podcast ou des anciens participants aussi qu'on fera venir qui eux ont certains publié leurs livres ou vont publier leurs livres bientôt. Donc pareil, c'est intéressant pour nous d'exposer cela et de discuter des sujets avec eux, parce qu'au final, on a moins le temps des fois de prendre 1 heure, 1 heure et demie avec une personne pour discuter de son sujet, quoi. Ouais, c'est ça. Sans être en train de l'aider sur ses problématiques, Oui, mais en voilà, étant. discussion pair à pair, pas mentor, coach, consultant ou autre, quoi. C'est ça. Trop bien. Bah, merci Elliot en tout cas. Puis on se revoit Merci, dans JC. 2 semaines pour le prochain épisode. À dans 2 semaines, tout le monde. Ciao. Salut.